Michael Legali, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter la collection J'ai tué, dont vous êtes le directeur aux éditions Vent d'Ouest. À ce jour, elle compte 3 tomes, bientôt 5, des histoires indépendantes qui revisitent des assassinats célèbres qui ont marqué l'histoire, mais en se positionnant du côté exclusif de l'assassin et en l'accompagnant dans le processus à la fois simple et complexe du passage à l'acte. Alors avant tout, comment est-ce qu'elle est née cette collection et quelle était la volonté à son origine ? Alors, à l'origine, ça peut remonter très loin, puisque ça remonte même au collège où on étudie, ou en tout cas on étudiait, parce que j'ai découvert récemment que le Gavrilo n'existait plus dans les livres d'histoire. J'ai une fille en 3e, Gavrilo, non, elle ne savait pas qui c'était. Gavrilo Principe. Elle savait qu'il y avait l'assassinat, mais Gavrilo Principe, non. Donc je me souviens bien, moi, en tout cas, d'avoir été fasciné par ce personnage qui, à lui tout seul, avait fait basculer l'Europe dans la Première Guerre mondiale. Enfin, en tout cas, c'est l'image que j'en avais à l'époque. Je sais bien que c'est plus complexe que ça. Mais en tout cas, je m'étais demandé, mais qui c'est ce personnage qui commet cet assassinat, pourquoi, etc. Bon, c'est resté comme ça des années traîné dans ma tête. Et puis, il se trouve qu'un jour, en discutant avec la directrice éditoriale de chez Vent d'Ouest, on parlait justement peut-être d'élaborer une nouvelle série un petit peu concept comme ça, et je lui ai un petit peu soumis cette proposition de série où on suivrait des assassins en essayant de comprendre pourquoi, enfin qui ils sont, pourquoi ils commettent cet acte et comment ils le commettent. C'était un peu le principe, donc ça remonte au collège et ensuite voilà, ça a fait son chemin. Et je me suis dit que c'était bien de l'élargir à plusieurs autres assassins, hommes ou femmes. Donc c'est rigolo parce qu'assassin n'a pas de féminin par exemple, mais on a une femme dans la collection. Donc il y a beaucoup d'hommes effectivement. Voilà, donc c'était ça, c'était qui sont ces gens-là, pourquoi ils commettent cet acte et comment ils le commettent. Alors, donc, pour l'instant, 3 tomes sont parus, 2 autres sont prévus en 2016. Chacun d'entre eux a été confié à 1 ou 2 auteurs. Comment est-ce que ça s'est organisé et quel a été votre rôle en tant que directeur de collection ? Alors, mon rôle, ça a été d'abord de proposer cette collection, d'imaginer un petit peu comment ça pouvait se structurer, s'organiser. Ensuite, ça a été d'aller solliciter des auteurs. Alors, j'avoue que ce sont pas mal de copains ou d'amis ou des gens dont j'admire le travail. Isabelle, par exemple, Isabelle Detemps, qui fait J'ai tué Philippe II de Macédoine, je la connaissais, mais on n'était pas amis, mais j'aime beaucoup son travail depuis longtemps. Serge Letendre et Guillaume Sorel sont des amis, donc eux, je savais qu'ils avaient envie de travailler ensemble, donc c'était l'occasion de les réunir sur une œuvre commune. Et Loret, on se connaît depuis longtemps, on habite dans la même ville, donc c'était aussi l'occasion de faire un livre ensemble. Ça part un peu de ce principe-là. J'ai envie de réunir autour de moi, entre guillemets, des gens que j'aime bien, dont j'aime bien un petit peu le travail, et puis de leur proposer de participer à cette aventure éditoriale tout en réalisant un album qui soit unique. C'est-à-dire que c'était toute la difficulté, c'était de partir d'un postulat où toutes les histoires sont a priori identiques. Quelqu'un va assassiner quelqu'un d'autre et ça va bouleverser l'époque dans laquelle a lieu l'assassinat. Mais en même temps, je voulais que chaque livre soit unique. Et donc mon travail, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas 2 histoires identiques, que l'approche soit différente, que les ressorts soient différents, les ressorts dramatiques soient différents. Donc c'est un peu de m'assurer qu'ils ne racontent pas tous la même histoire, de la même façon. Donc ça a été un petit peu le... Et puis après, ça pouvait être orienté un auteur vers plutôt tel type de personnage, plutôt tel autre, enfin voilà, c'est un peu ça, c'est un peu m'assurer que chaque livre soit vraiment unique en termes de scénario et puis en termes graphiques et pictural, puisque on a la chance d'avoir des auteurs qui sont aussi coloristes. On a les 3 premiers livres sont en couleur directe, donc c'est que chaque livre a une identité aussi graphique et picturale forte. Donc puisque chaque auteur a vraiment est déjà connu quelque part. Guillaume Sorel est très connu pour son œuvre. Tout de suite, on voit un dessin de Guillaume Sorel, on sait que c'est de Guillaume Sorel. Isabelle, c'est pareil. Donc voilà, l'idée, c'était ça aussi, qu'on ait des albums d'auteurs, entre guillemets, quoi. Et puis cette identité de chaque album, elle tient aussi à celle du personnage principal, de l'assassin. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on plonge vraiment dans la vision de l'assassin et dans sa psychologie. Est-ce que quand on se met du côté de l'assassin, on recherche sa part d'humanité, ce qui a fait qu'il est...
Enfin, est-ce que c'est profondément psychologique? C'est important. Enfin, là, c'est pareil. Il y a 2 lectures importantes qui m'avaient marqué. C'était Elroy avec Un tueur sur la route et plus récemment Avenue des Géants de Marc Duguin, où on était comme ça du côté d'Assassin. Et voilà, le processus. Pourquoi une jeune femme comme Charlotte Corday, qui est une jeune femme qui n'a pas de problème psychologique, qui est vraiment quelqu'un de tout à fait normal, entre guillemets, jeune femme de bonne famille, etc. Pourquoi cette jeune femme va aller jusqu'à assassiner à l'arme blanche un homme mourant dans sa baignoire? Qu'est-ce qui la pousse à commettre cet acte, en fait? C'est pas une malade mentale, c'est perturbant. Qu'est-ce qui fait que... Pour Gavrilo, c'est pareil, il est au lycée, il a la tuberculose, dont il mourra d'ailleurs, et voilà, qu'est-ce qui pousse ces gens-là à commettre cet acte? Ils ne sont pas tous fous alliés. Alors, on a un des albums à venir où on a Mark Chapman qui est un peu dérangé psychologiquement, tellement qu'on puisse dire, mais voilà, ce n'était pas le cas à chaque fois. Donc c'était, qu'est-ce qui pousse ces gens-là à commettre cet acte? Et puis après, donc, le processus de comment ils s'organisent, voilà, comment ils vont, avec qui? Est-ce qu'ils le font seuls? Est-ce qu'ils sont accompagnés au contraire? Est-ce que c'est idéologique? Est-ce que c'est juste de la folie, comme on le disait? Est-ce que c'est politique, religieux, etc. etc. Puis cette série, vous la débutez avec un tome, enfin un livre à part, dans la mesure où il s'agit d'une réinterprétation d'un mythe et non d'un livre qui repose sur des faits et un contexte historique. Pourquoi ce choix? Comment ça s'est imposé? Alors ça s'est imposé tout de suite. On s'est dit, mais quand même l'archétype des assassinats dans les 3 religions du livre, hein, islam, judaïsme, christianisme, c'est vraiment l'assassinat de Caïn et Abel, enfin voilà, le mythe de Caïn et Abel. On sort de l'histoire, évidemment. En plus, d'un point de vue purement formel, c'est quasiment rien, puisque c'est 3 lignes dans la Bible, c'est 2 personnages en peau de bête. Enfin, d'un point de vue dramaturgique, c'est pas très intéressant. Et il se trouve que parallèlement à ça, spontanément, Serge Le Tendre m'a dit « Je veux faire Caïn et Abel ». Je lui ai dit « Écoute, alors moi j'étais au début, voilà, j'avais étudié la question, parce que avant d'aller voir les auteurs, évidemment, j'avais étudié la question, Henri IV, enfin voilà, j'avais essayé de faire un panel et de voir un peu quelles étaient les propositions possibles. Et Caïn et Abel, je l'avais un peu écarté en me disant, de toute façon, 1, c'est mythologique, et 2, c'est un peu restrictif en termes et de dramaturgie et de contexte. Et je lui ai dit, écoute, vas-y. Je connais bien Serge, j'ai confiance en lui, et en fait, il a complètement transcendé le mythe de Caïn et Abel. Il l'inscrit dans une réalité historique, puisqu'il la propose à l'époque babylonienne, etc. Donc, il a réussi cet exploit, on va dire, de rendre ce mythe et accessible et recontextualisé dans l'histoire, dans la grande histoire de l'humanité, on va dire. Et vraiment là, c'était vraiment une belle prouesse de la part de Serge Le Tendre d'avoir comme ça transcendé le mythe et de le rendre. Et puis en plus, il joue évidemment avec la parole de Dieu, le rôle de Dieu. L'histoire, je ne vais pas tout dévoiler, mais l'histoire de Caïn et Abel devient complexe et jusqu'où ça s'inverse pas. Enfin, c'est vraiment très fort. Quand j'ai lu le scénario de Serge, j'ai dit ok, bravo. J'étais très impressionné. Après, pour nous, ça restait l'assassinat, l'archétype en fait. Donc il était quelque part, si on avait nos assassinats les uns à côté des autres ici, qui s'inscrivaient dans la réalité historique, Caïn et Abel, c'était l'archétype mythologique. Donc c'est pour ça qu'il est effectivement un petit peu à part des autres. Mais malgré tout, vu l'exploit de Serge, on pouvait pas l'écarter. Alors, à travers cette collection, vous nous faites donc revivre de grands événements de l'histoire, de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Où est-ce qu'on aura le plaisir enfin, quelles autres époques est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver dans le prochain tome? Là, on a eu donc la mythologie, l'Antiquité avec Alexandre le Grand, puisque l'assassinat de son père. L'idée, c'était aussi que chaque assassinat bouleverse l'époque. Donc l'assassinat de Philippe II, c'est l'avènement d'Alexandre le Grand, donc le plus grand empire de l'Antiquité. Gavrilo Princip, époque contemporaine, c'est quasiment tout le XXe siècle qui se dessine à cause de son geste. Enfin, on voit bien que c'est juste l'élément déclencheur, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais malgré tout, par son geste, le XXe siècle se dessine, puisque Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale qui découle de la Première, etc. Donc on a vraiment tout le XXe siècle. Ensuite, on va avoir 2 autres livres.
On n'avait pas de personnage féminin, et il n'y en a pas beaucoup, puisqu'on le disait tout à l'heure, le mot assassin n'a pas de féminin, donc ça prouve aussi quelque chose, quelque part. On a Charlotte Corday qui assassine Marat, donc rendu célèbre par le tableau de David, hein, bien sûr. Là, c'est pareil, c'est Charlotte Corday qui veut enrayer la mise en place d'une ère politique qui est la terreur, et qui se rend compte que c'est Marat qui est le fer de lance. Elle se dit, si je détruis Marat, je détruis la terreur. Malheureusement, son geste va provoquer l'accélération de la terreur, donc elle échoue dans son objectif, mais c'était intéressant de voir pour le processus là, féminin à ce moment-là. Et puis, au début, on avait ces 4 albums. Chez Glénat, ils étaient enthousiastes, et donc ils nous ont dit, mais ça serait pas mal aussi un livre qui sorte du politique, religieux, ethnique, en fait, hein, des grands thèmes. Et on s'est dit, ça serait pas mal, effectivement, de raconter quelque chose d'un peu plus glamour. Et on est arrivé à John Lennon. Moi, je connaissais bien Rodolphe, qui est un fanatique absolu de John Lennon, qui a une connaissance phénoménale sur le personnage, et donc Rodolphe. Et Gaël Séjourné vont nous raconter l'assassinat de John Lennon par Mark Chapman. Et là, on entre dans une phase très très contemporaine, puisque Mark Chapman existe toujours, il est vivant, il est en prison actuellement. L'épouse de John Lennon est vivante, Yoko Ono. Et là, on entre dans des zones un peu compliquées à gérer, notamment d'un point de vue juridique, puisque voilà, on est avec les Beatles, évidemment. Donc là, ouais, c'était assez intéressant aussi de voir jusqu'où on peut aller. Je sais qu'il y a eu une tentative d'assassinat sur Poutine, par exemple, en 2012. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas pu traiter quelque chose de encore plus contemporain? Donc voilà. Il se trouve que si la collection fonctionne bien, on aura peut-être d'autres albums derrière, c'est pas exclu. Donc ça pourrait être intéressant aussi d'aller vers soit les assassinats qui ont échoué, soit dans l'ultra contemporain. Enfin voilà, on est en train de réfléchir aussi à comment éviter de se répéter surtout. Je crois que voilà, notre objectif, c'est aussi éviter toute répétition. Chaque tome est vraiment unique et peut se lire, bien entendu, indépendamment les uns des autres.